voyez, je vais commencer par présenter le cadre de la recherche. Ensuite, les termes d'adresse en français. Personnellement, je ne travaille que sur le français, mais je vous présenterai donc une espèce de synthèse des travaux qui ont été faits aussi par nos collaborateurs, collaboratrices. Les termes donc, ça sera l'approche comparative interculturelle et quelques éléments de conclusion. Voilà le programme. Présentation de la recherche. Pourquoi les termes d'adresse? Eh bien, parce qu'ils sont intéressants. Et pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants? Pour diverses raisons. D'abord, ils jouent un rôle très important à la fois pour l'organisation des interactions et pour la construction de la relation interpersonnelle. Ce sont des relationnels extrêmement puissants. Ensuite, ils posent sur toutes sortes de problèmes d'utilisation. Donc, c'est pour ça que moi, je m'y suis intéressée. C'est que je me suis aperçue, d'ailleurs personnellement, que j'avais des problèmes avec les termes d'adresse. En particulier dans le cas de relations qui sont intermédiaires entre une relation très familière, où là, on va utiliser le prénom, et une relation formelle, où on va utiliser monsieur, madame. Et bien, pour cette distance intermédiaire, souvent, on n'a pas de ressources véritablement appropriées. Hein, par exemple, s'il s'agit de héler dans un couloir un collègue avec lequel je ne suis pas intime, mais que je connais depuis 10 ans, je ne peux pas lui dire monsieur, je ne peux pas lui donner du prénom. Donc là, il y a une espèce d'aporie, une espèce de lacune, et on va être contraint d'utiliser une conduite d'évitement et de faire hep, et puis c'est tout. Et là, il y a un appellatif zéro parce qu'il n'y en a aucun qui soit véritablement approprié à la relation. Donc je suis partie de là, il y a un certain nombre de situations comme ça où on n'a pas de ressources véritablement disponibles. La troisième raison, c'est que ça présente aussi un intérêt du point de vue évidemment interculturel. Et là aussi, j'en ai pris conscience en diverses circonstances. Par exemple, une fois où j'écoutais France Inter, une émission de phone-in, et où il y avait un auditeur manifestement d'origine arabophone, sans doute maghrébine, et qui s'adressait à la journaliste en lui donnant du madame, 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 madame tout le temps. Et j'ai senti que au fil de l'interaction, la journaliste devenait de plus en plus irritée. Alors que pour lui, manifestement, les termes d'adresse étaient plutôt polis, n'étaient pas du tout agressifs, elle les percevait comme agressifs. Donc c'était un exemple typique de malentendu interculturel. Par ailleurs, j'ai aussi eu l'occasion assez récemment de comparer l'usage qui en était fait par une étudiante franco-française et un étudiant francophone du Gabon. Je les ai reçus chez moi successivement pour parler de leur travail de recherche. À chaque fois, ça durait à peu près 1h30. Hein. La française, 0 terme d'adresse dans le corpus. 0, d'aucun côté. Et avec l'étudiant gabonais, j'en ai plus de 20, entièrement produits par lui. Alors c'est madame ou professeur. Voilà. Or, il est francophone. Donc vous voyez qu'il y a des variations déjà à l'intérieur de l'espace francophone. A fortiori, il y en a bien sûr entre des langues différentes. Donc j'en parlerai dans la dernière partie. Voilà pour les justifications, ce qui nous a incité à nous lancer dans une étude précise des termes d'adresse. Alors la dernière raison d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas grand-chose comme travaux empiriques sur la question. Ou du moins, pas grand-chose dans la perspective qui nous intéresse, nous, dans notre équipe d'ICAR, élargie d'ailleurs. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a toute une littérature très abondante sur les termes d'adresse, mais la plupart des travaux portent premièrement, surtout sur les prénoms, pardon, pas les prénoms, les pronoms d'adresse, le fameux problème du choix entre tu et vous, dont je ne parlerai pas ici, je vous le dis tout de suite, c'est-à-dire que nous nous intéressons surtout aux noms d'adresse. Et nous intéressons aux pronoms d'adresse que dans les combinaisons qu'il instaure avec le nom, c'est-à-dire dans ces règles que Erwin Tripp appelle les règles de co-occurrence entre le pronom et le nom. Mais c'est essentiellement centré sur les noms d'adresse. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand je vais parler de TA ou de termes d'adresse, il faudra penser qu'il s'agit surtout des noms d'adresse, ou plus précisément d'ailleurs de syntagmes nominaux d'adresse. Donc il faudrait les appeler SNA en réalité. Bon, donc la littérature est centrée surtout sur les pronoms. Ensuite, elle les envisage surtout dans une perspective sociolinguistique et avec une méthodologie surtout fondée sur des enquêtes ou des questionnaires. C'est ça qu'on rencontre surtout dans la littérature existante. Alors que nous, par contraste, nous nous intéressons surtout aux noms d'adresse, envisagés dans une perspective pragmatique et interactionnelle. Et cela, évidemment, c'est la règle du jeu dans notre laboratoire d'appartenance, ICAR, à partir de données
orale authentique. Voilà. Alors, à partir de cela, il faut distinguer évidemment différentes sous-classes de termes d'adresse. Je vous ai mis là le paradigme des principales catégories générales qui rentrent sous cette grande classe de termes d'adresse, les noms personnels, monsieur, madame, mademoiselle, une catégorie qui n'a pas d'ailleurs de nom générique, c'est bien embarrassant, on est obligé de dire monsieur, madame, et ensuite les titres, les noms de métier et de fonction, les termes relationnels, à l'intérieur duquel on peut distinguer termes de parenté, chers collègues, compatriotes, confrères, voisins, etc., amis, amigos, camarades, mon pote, tout ça ce sont des termes qui définissent certains types de relations. Une catégorie que j'appelle, faute de mieux, les labels, c'est un peu une catégorie passe-partout, mais le terme d'adresse là sert à cataloguer l'interlocuteur en le mettant dans une classe générale ou au contraire en le désignant par quelques attributs particuliers. Hein. Ensuite, les termes affectifs à valeur négative, ce sont les injures, ou positifs, ce sont les moutres. Bon, ces différentes catégories posent des problèmes de frontières, etc., mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en français, on a tout ça. Alors, vous voyez que c'est un paradigme qui est riche et diversifié, mais j'ajouterais que cette richesse est un petit peu illusoire et qu'elle est un peu en trompe-l'œil, dans la mesure où toutes ces catégories ne sont pas également exploitées dans les interactions. En fait, les seules qui sont véritablement passe-partout, ce sont les deux premières, les noms personnels et monsieur, madame, mademoiselle. Les titres en français sont assez rares. Les noms de métier ne sont utilisés que pour interpeller, c'est-à-dire dans certaines situations très particulières, pour interpeller. Donc je vous dis ça, j'ai mis les noms de métier parce que je me disais, bon, alors il y a un problème de taxi, garçon, des choses comme ça. Mais en fait, il se trouve que j'ai eu des chantiers dans ma maison assez récemment, enfin l'an dernier, et que je me suis aperçue, où il y avait 6 corps de métier en même temps. Et je m'apercevais qu'ils s'interpellaient les uns les autres à partir du nom de métier. C'était sans arrêt, maçon, charpentier, électricien, etc. Alors ça m'a étonnée. Et je leur ai demandé, mais pourquoi vous vous appelez comme ça? Ils m'ont dit, bah, je ne sais pas son nom. Voilà. Donc vous voyez, la première raison, c'est qu'ils n'avaient pas d'autre savoir que la profession de leur interlocuteur. Et d'autre part, c'était en fonction de la maxime de pertinence. Hein. Ça veut dire, c'est en tant qu'électricien que je te hèle et que je t'interpelle. Vous voyez donc. Ce qui veut dire simplement que lorsqu'on sélectionne au sein de ce paradigme, interviennent premièrement un certain nombre de savoirs sur l'interlocuteur, en particulier pour lui donner de son nom propre, il faut connaître le nom propre, bon, donc un certain nombre de savoirs qui sont valus eux-mêmes, et que ensuite le choix au sein de son paradigme va rendre saillant telle ou telle caractéristique identitaire de son interlocuteur, et qui n'est pas du tout la même selon que vous dites Charpentier ou que vous dites Pierre ou Monsieur Machin, bien sûr, et c'est dans cette mesure-là qu'ils vont avoir des rôles, des effets interactionnels très différents. C'est une question des savoirs qui sont présupposés dans l'usage de tel ou tel terme d'adresse. Alors, pour ce qui est des valeurs et des fonctions des termes d'adresse, en très gros, si vous voulez, on peut distinguer, enfin, un parcours de tout nos corpus nous ont amené à distinguer 3 grandes catégories générales en ce qui concerne les valeurs et les fonctions des termes d'adresse. Alors, je les classe comme ça. Premièrement, rôle dans l'organisation et la gestion de l'interaction. Alors, le rôle que l'on peut dire de base, hein, la valeur de base des termes d'adresse, c'est cette valeur d'interpellation. La fonction de hélage, en anglais on parle de summon, on parle de alerteur, enfin des termes, bon, et il s'agit, grâce au terme d'adresse, d'attirer l'attention d'une personne pour engager avec elle un échange verbal. Alors dans ce cas-là, le terme d'adresse est placé en début d'interaction, bien évidemment. Il peut servir aussi à relancer l'échange en cas de désengagement de l'allocuteur, c'est-à-dire que d'une certaine manière, d'une manière générale, le terme d'adresse sert à établir ou rétablir le contact. C'est ce qu'on appelait avant la fonction fatigue, évidemment. Alors, j'ajouterais simplement que certains termes d'adresse sont justement spécialisés dans cette fonction. Hein, on l'a vu, c'est le cas des labels, c'est le cas des noms de métier, par exemple, c'est le cas en anglais aussi de sœur, je crois, qui sert surtout à cette fonction interpellative, etc. Bon. Mais il y a d'autres rôles organisationnels des termes d'adresse. Alors j'ai mis, pour aller très vite, identification du destinataire, ou plutôt confirmation de l'identité. C'est le problème du téléphone lorsqu'il n'y a pas d'accès visuel.
sélection de l'allocutaire, bien sûr. Alors, la sélection de l'allocutaire, c'est lorsque vous avez des interactions dont le cadrage est complexe et fluctuant. Alors, à ce moment-là, les termes d'adresse vont servir tout au long du déroulement de l'interaction à redessiner en permanence le cadre participatif. C'est le cas dans toutes les situations polylogales, comme les classes, les réunions de travail, les sessions parlementaires, etc., etc. Et à chaque fois, ça se passe évidemment avec des modalités différentes que j'envisagerai dans le détail un peu plus tard éventuellement. Donc, alors ensuite, évidemment, la gestion des tours de parole. Ah oui, il y a toujours un peu d'écho. Bon, voilà. Alors, la gestion des tours de parole, ça je vais en donner quelques exemples ensuite. L'organisation séquentielle de l'interaction, c'est-à-dire que là, les termes d'adresse ont souvent une fonction démarcative. Oui, hein? Une fonction démarcative entre différentes séquences correspondant à différentes activités. Et là, on va les rencontrer aussi, par exemple, dans nos fameux petits commerces. C'est le cas, par exemple, des emplois comme voilà madame, pardon. Ah, voilà madame, et avec là, voilà. Donc, premier grand paquet. Voilà. Ah, c'est bon. Merci. Bah, il faut tourner un bouton. Il faut faire lequel, hein. Bon, en tout cas, alors il y a un premier paquet de fonctions, si vous voulez, que j'ai classé, qui interviennent au niveau de l'organisation et de la gestion de l'interaction. Ensuite, deuxièmement, les termes d'adresse comme procédé de renforcement du lien interlocutif et de l'acte de langage. Bon, alors, c'est le problème qui se pose. Lorsque le contact est clairement établi déjà, donc pas de fonction d'interpellation. Lorsque la nature de l'allocutaire est également clairement déterminée, bon, à quoi servent les termes d'adresse? C'est la question qu'on peut se poser. Bon, alors, il semble que dans ces cas-là, en rappelant de manière explicite la nature de la relation interlocutive, le terme d'adresse a pour effet de renforcer l'impact de l'énoncé. Et c'est ce que j'appelle la valeur interpellative diluée, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu la valeur de base du terme d'adresse, mais qui est sensiblement atténuée, c'est-à-dire que vous avez en fait différents degrés de vocativité, on pourrait dire. Bon, après, je vais illustrer ça avec des exemples, bien sûr, mais c'est un deuxième paquet de valeurs et qui pose toutes sortes de problèmes du reste. Et puis le troisième, c'est le rôle par rapport à la construction et à la négociation de la relation interpersonnelle. Alors là, on a des choses plus connues. J'ajouterai simplement que les termes d'adresse peuvent jouer au niveau de l'axe horizontal pour instaurer familiarité, solidarité, etc., de l'axe vertical, ou de ce que j'appelle le troisième axe, celui de l'harmonie versus conflit, valeur polémique sur laquelle je vais revenir abondamment, évidemment. Alors, simplement, je dirais que le rôle numéro 3 est parfois prédominant, mais qu'il accompagne toujours tous les autres. À partir du moment où tout terme d'adresse représente un choix à l'intérieur d'un paradigme de formes qui ne sont pas équivalentes relationnellement, un terme d'adresse n'est jamais neutre relationnellement. Donc vous voyez, ce troisième niveau, il accompagne toujours les autres, mais parfois il est dominant. J'y reviendrai. Alors, après ces préliminaires, voilà les termes d'adresse en français à partir de nos corpus. Alors, une de nos hypothèses de départ, c'est que les termes d'adresse sont particulièrement sensibles au genre interactionnel, c'est-à-dire au type d'interaction dans lequel ils apparaissent. Type et sous-titre, et sous-type, d'ailleurs, on le verra. Donc on s'est dit, bon, on va travailler sur différents genres. Alors, les genres abordés pour le moment dans l'équipe, essentiellement, sont les suivants. Conversation en face à face, conversation téléphonique. Petit commerce, évidemment, c'est ce fameux corpus dont a parlé Véronique ce matin. Hein. Là, on a un corpus énorme de petits commerces, puisque ça correspond à une quinzaine, une vingtaine de sites différents. Ensuite, différents types d'interactions médiatiques, des débats, des interviews, des émissions de phone-in. J'en reparlerai. Différents types d'interactions à caractère institutionnel, débats parlementaires, entretiens entre élèves et CPE dans un collège rural. Et puis j'ai oublié réunion de travail. Je m'en excuse auprès.
des réunions de travail également. C'était une nouvelle collaboratrice. Voilà. Alors, voilà. Ensuite. Donc voilà pour les principaux genres. Mais ici, je vais parler surtout des genres dans lesquels je me suis impliquée personnellement, c'est-à-dire les petits commerces et débats médiatiques essentiellement, pour commencer. Bon. Alors, je vais présenter les résultats déjà des analyses que nous avons faites sur ces différents corpus, mais je vais les présenter, je vous le dis tout de suite, à très gros traits. Bon. Parce que, évidemment que dans le détail, il y a des milliers de choses qui ont surgi au cours de ces analyses-là. Et d'ailleurs, c'est un problème qu'on a, une espèce de dilemme, toujours, quand on travaille comme ça sur des corpus relativement abondants, de savoir si on va se focaliser plutôt sur les régularités, c'est-à-dire les emplois prototypiques, ceux qui sont intéressants du point de vue du système, évidemment du système de la langue, et qui relèvent d'une analyse à la fois qualitative et quantitative. Ou bien est-ce qu'on va s'intéresser plutôt aux emplois atypiques, marqués, qui sont plus intéressants du point de vue du discours, dans la mesure où ils ont des effets interactionnels, évidemment, beaucoup plus violents. En fait, on fait les deux, il faut faire les deux. Mais ici, je ne vais présenter que les grandes régularités, puisque dans une perspective interculturelle, c'est peut-être ça d'abord le plus important. Mais vous voyez, des emplois atypiques, pour prendre l'exemple du corpus entretien entre élèves et CPE dans un collège rural, dont je ne parlerai pas après, bon, il y a des usages tout à fait atypiques, comme quand la CPE dit à l'élève, un élève qui a 12 ans, et qui lui dit « Monsieur X, Monsieur machin », ou qui lui dit « Jeune homme ». Alors c'est ça que j'appelle les emplois marqués, qui ont des effets interactionnels extrêmement violents, mais je n'en parlerai pas, je parlerai que des emplois, des régularités que nous avons dégagées. Il y a un autre problème d'ailleurs qui se pose quand on travaille sur ce type d'objet, c'est qu'en fait tout se tient et tout marche ensemble. La nature des termes d'adresse, le type d'interaction et le sous-type, l'emplacement global par rapport à l'interaction dans la macrostructure, la position par rapport à l'énoncé et par rapport au tour de parole, ce qui n'est pas la même chose. La nature du locuteur, quel rôle il tient dans l'interaction, est-ce qu'il est vendeur ou commerçant, est-ce qu'il est animateur, débatteur, etc. Tout ça. Et la valeur du terme d'adresse, la nature évidemment du terme d'adresse, et la valeur découle de tous ces facteurs-là. Alors on ne sait pas trop par quel bout les attraper. Vous voyez, bon, par quoi on va commencer, qu'est-ce qu'on va mettre en entrée, qu'est-ce qu'on va mettre en output, input, etc. Alors moi ce que je vais faire ici, je vais faire pour chaque genre particulier, encore une fois ça va être petit commerce, média, pour chaque genre particulier, je vais d'abord dire quelques mots de la fréquence, ensuite de la nature, c'est-à-dire des types de catégories à tester, et ensuite des valeurs. Voilà. Alors pour ce qui est de la fréquence, en très gros, commerce, 2 par interaction en moyenne. Bon. Alors vous allez me dire, comme l'a dit Véronique ce matin, la longueur est très variable. Qu'est-ce que ça veut dire la moyenne? Parce que c'est de quelques minutes à 3/4 d'heure, 1 heure. Bon, eh bien ça a quand même un sens parce que dans les commerces, il se trouve que les termes d'adresse sont presque essentiellement dans la séquence d'ouverture. Et il y en a très peu ailleurs, donc quelle que soit la longueur, finalement ça revient un peu au même. En tout cas, 2 par interaction en moyenne. Dans les médias, 2 par minute en moyenne. Et là, j'avoue que ça a été une énorme surprise, car on a toutes sortes de corpus médiatiques très différents, et à chaque fois, quand on faisait nos comptes, on tombait sur ça, 2 par minute. Alors, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, j'en sais rien, si c'est un hasard. Ce qui m'intéresse en l'occurrence, et ce qu'on peut affirmer sans aucun doute, c'est qu'il y en a plus dans les médias que dans les commerces, et l'explication est évidente, c'est à cause du format participatif, puisque ce qui caractérise les interactions médiatiques, c'est qu'il y a un double circuit de communication, comme vous le savez, un double cadrage. Il y a le cadre restreint entre les participants du plateau et le cadre large en intégrant le public, l'audience. Alors évidemment, cela augmente considérablement la fréquence des termes d'adresse dans la mesure où ils ont souvent une double valeur. Par rapport à l'interaction étroite, ils ont une valeur vocative. Bon. Mais par rapport au public, ils ont une valeur désignative, c'est-à-dire qu'ils servent à indiquer à l'audience la nature du locuteur. La preuve qu'on en a, c'est que souvent, quand vous avez un animateur, par exemple, il va utiliser le terme d'adresse, par exemple, Monsieur Emmanueli, juste un tout petit peu après, une dixième de seconde, un tout petit peu après, que justement le second locuteur a pris la parole. Donc on voit qu'en fait, ça ne sert pas tellement à lui allouer la parole, mais ça sert plutôt, bon, d'une part à faire rentrer dans l'ordre,
peu le débat, mais surtout à indiquer au public la nature du nouveau locuteur. Bon. Alors ça vaut surtout évidemment à la radio, quand il n'y a pas d'accès visuel. Alors maintenant, les types, c'est là, les types de TA attestés. Alors dans les commerces, vous voyez le paradigme. Bon, monsieur, madame, mademoiselle, c'est le plus fréquent, c'est ce qui est non marqué en contexte commercial. Bon. Monsieur, madame, plus le nom de famille. Bonjour, monsieur Dupont. C'est ce qu'on appelle, vous savez, un commercialisme. Dans les manuels de savoir-vivre, tout ça, on dit que c'est un usage typiquement commercial. En français, monsieur plus le nom de famille. On a coutume de dire que c'est familier, que c'est populaire ou que c'est commercial. On verra qu'en fait, on en trouve dans toutes sortes de situations, en particulier sur les médias. On en trouve évidemment dans les commerces, parce que vous voyez tout de suite l'intérêt de la chose, c'est que ça permet d'instaurer une distance là aussi intermédiaire entre monsieur tout court et le prénom, qui n'est possible qu'en relation de très grande familiarité, une distance intermédiaire, et ça permet surtout de rappeler que son interlocuteur est un habitué, ou de lui faire accéder au statut d'habitué quand c'est la première occurrence de cette formule appellative. Monsieur, on a un exemple dans le corpus, c'est la première fois qu'on appelle comme ça, et ça veut dire, ah, ça y est, je suis un habitué. Bon, alors, voilà, donc, monsieur, madame, voilà, le prénom, on en a, mais c'est évidemment dans les commerces où il y a des habitués, très habitués, les formes affectives, les emplois ludiques, le fameux illoiement, sur lequel on pourrait dire plein de choses et tout. Le illoiement, c'est madame, qu'est-ce qu'elle veut la dame? Oui. Très caractéristique aussi de l'usage commercial, et souvent qu'est-ce qu'elle veut la dame, et à ce moment-là, l'enchaînement se fait souvent sous la forme la dame, elle voudrait des mimosas. Voyez, donc une reprise diaphonique, ironique, qui vous prouve que ce fameux illoiement a quand même toujours un petit côté un peu limite, donc un petit peu ludique. Voilà. Pour ce qui est des médias maintenant, alors vous voyez que la palette est plus étendue. On a tout ça, mais là encore c'est un peu un trompe-l'œil dans la mesure où on ne les rencontre pas dans tous les types de médias avec la même fréquence. Hein. En particulier, là je vous ai mis monsieur, madame plus nom de famille, le plus fréquent dans les débats. Monsieur Sarkozy, madame Royal. Donc vous voyez que cet usage-là, c'est pas du tout restreint au commerce, puisque au contraire c'est ce qui est non marqué dans les débats médiatiques. Monsieur Sarkozy. Et ça paraît pas du tout comme populaire. Bon. Monsieur, madame plus prénom plus nom de famille, monsieur, madame plus titre, le prénom, dans les émissions de phone-in, hein, puisqu'on va dire, Martine nous appelle de Perpignan, bonjour Martine, etc. Bon, voilà. Nom de famille, thème relationnel, bon, vous voyez le paradigme est plus riche, souvent parce que le format participatif est plus complexe aussi que dans les commerces. Emploi, fonction, valeur. Alors voilà, dans les commerces, deux types de fonctions principales. La fonction organisationnelle et la fonction relationnelle. Et elles sont généralement associées, on a les deux à la fois, mais hiérarchisées diversement selon les emplois. Alors, regardez, dans la séquence d'ouverture, où on rencontre la grande majorité des termes d'adresse, vous avez deux possibilités en gros. Monsieur, je voudrais une rose rouge, s'il vous plaît. Alors vous voyez que là, la fonction de monsieur, avec intonation montante, ça va être à la fois interpellation, dans le flux des interactions, on va dire, ça y est, c'est à nous, c'est entre nous deux que ça va se passer, et c'est pour faire démarrer la transaction de façon relativement polie, voilà. Et avec l'intonation montante, ça a en même temps valeur de question, c'est un amalgame pragmatique, et vous voyez que le client enchaîne justement par la formulation de sa requête. Et le deuxième emploi est assez différent. Bonjour madame. Bonjour, je voudrais. Alors vous voyez qu'en accompagnement de la salutation, le madame renforce la politesse de la salutation. À ce moment-là, en général, la salutation est renvoyée, etc. Mais si on entre dans les détails, je ne vais pas avoir le temps de le faire, si on entre dans les détails, ça se complique infiniment. En particulier, quand vous avez le prénom, des interactions commerciales qui se passent avec le prénom. Mais le prénom ne se prête qu'au deuxième emploi, pas au premier. C'est-à-dire qu'on n'a jamais une fille qui entre et puis elle est « Martine ?» Jamais. C'est « Bonjour Martine », etc. Non, c'est pour vous dire que tout est lié, c'est-à-dire que la nature de la forme est liée à sa position, à ses fonctions, etc. Tout ça, ça marche ensemble. Hein. Donc je vais, encore une fois, schématiser de façon extrêmement grossière des fonctionnements qui sont en fait très, très subtils. Bon, alors pour ce qui est de la fonction relationnelle maintenant, la deuxième fonction, alors il y a la politesse
Et puis la familiarité, justement, dans le cas de monsieur, madame plus patronyme, j'en ai déjà parlé, et dans le prénom, dans le cas du prénom, étant donné que ce qui est non marqué, c'est monsieur, tout court, monsieur, madame. Bon, alors, vous avez la familiarité, et puis la politesse. J'ai juste une chose à dire là-dessus, c'est vrai que dans certains cas, on se dit le terme d'adresse est une fonction de politesse. Bonjour madame, c'est plus poli que bonjour, mettons, c'est ce qu'on lit partout, et c'est pas faux d'ailleurs. Cela dit, une des choses importantes, c'est qu'en français, on ne peut pas dire que la politesse soit la fonction principale des termes d'adresse. Ça n'est absolument pas vrai, et c'est une différence qu'on verra, je pense, avec l'anglais. On en a une preuve dans notre corpus commerce, c'est Decathlon. Alors, Decathlon, c'est un type de magasin où les employés sont complètement formatés, on leur apprend à être polis, et ce qu'on appelle le BAM, avec des variantes plus sophistiquées. Bonjour, au revoir, merci. Hein, bonjour, au revoir, merci, d'accord. C'est automatique dans tout le corpus Decathlon, et on n'a aucun terme d'adresse. C'est le seul corpus commercial où il n'y a aucun terme d'adresse. Bon, donc vous voyez bien qu'on ne peut pas assimiler en français terme d'adresse et politesse, absolument. Absolument pas. Bon, je passe sur les termes d'adresse, leurs fonctions dans les médias. Alors là, on va retrouver 3 types de fonctions. Fonction organisationnelle, sélection, spécification du destinataire, gestion de l'alternance des tours de parole. Alors là, je vous ai mis quelques exemples, si on entre dans les détails. Alors, il va être utilisé pour gérer les tours de parole par l'animateur, pour allouer la parole, ou pour l'accorder, ou pour essayer d'y mettre un terme. Hein, merci, monsieur Ramadan. Et les termes d'adresse utilisés par les débatteurs, alors c'est essentiellement un terme de conflit pour la prise de parole, où ils vont se multiplier. Et je vous ai mis juste cet exemple-là pour vous montrer qu'il y a des régularités très fines qu'on voit apparaître quand on regarde de près nos corpus authentiques, des régularités très fines. Par exemple, en cas de chevauchement de parole et de bataille pour le crachoir, comme on dit vulgairement, alors là, vous avez des termes d'adresse qui vont appliquer. Mais vous voyez comment ça marche. Là, c'est notre corpus 100 minutes pour convaincre. Et c'est Sarkozy avec Tariq Ramadan, on a travaillé beaucoup sur ce corpus-là. Alors regardez, chevauchement, c'est pas à la République, vous allez partir, monsieur Sarkozy. Ensuite, est-ce qu'on doit retirer la voix? Non, monsieur Sarkozy. Et ça, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, pendant le segment en chevauchement, en général, c'est juste monsieur. Et dès que le terrain est dégagé, monsieur Sarkozy, et à ce moment-là, emphatiquement, on va donner son nom à l'interlocuteur. Bon, c'est systématique. Bon. Voilà. Alors, deuxième valeur, renforcement de l'acte de langage. Alors, c'est là où ça se complique. Beaucoup. C'est-à-dire que d'une manière générale, lorsque le terme d'adresse accompagne un acte poli, un acte rituel, moi j'appelle ça FFA, poli, peu importe, salutation, remerciement, il va renforcer la politesse. Lorsqu'il accompagne un FTA, alors là, c'est là où ça devient très compliqué. D'après la théorie de la politesse, on pourrait se dire, en général, ça va adoucir le FTA. Eh ben non, le plus souvent, ça la... Oh, j'ai fait une coquille. Le plus souvent, ça l'aggrave, valeur polémique. Et c'est là qu'on rencontre, pour la première fois, enfin maintenant, là, parce qu'on le rencontre tout le temps, cette histoire de la valeur polémique du terme d'adresse, qui est très, très fréquente, mais qui n'est pas systématique, évidemment. Donc ça dépend de tout un tas de paramètres, évidemment la prosodie, le contexte, le machin, l'environnement, tout un tas de trucs, la nature du terme d'adresse. Mais regardez là, je vous ai mis après des exemples de valeurs polémiques. Monsieur Ramadan, ce n'était pas une maladresse, c'était une faute. Monsieur Ramadan, est-ce que vous vous rendez compte? Monsieur Ramadan, quand on veut s'intégrer, Monsieur Sarkozy, écoutez bien ce que je dis. Vous regardez l'énoncé, c'est toujours AFTA, hein, et là, on voit surgir le terme d'adresse. Après, on a mis une petite séquence sarkozienne. Je vous mets au défi, Monsieur Le Pen. Deuxième remarque, Monsieur Le Pen. Mais, Monsieur Le Pen. Alors souvent, le terme d'adresse est après mais, ou à écouter, attendez, etc. Des marqueurs d'agone, des marqueurs de polémique. C'est systématique, et là, vous voyez, on a la formule complète, Monsieur Le Pen, qui est plus emphatique, en prenant complètement directement à partie l'interlocuteur. Voilà. Mais cela dit, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on s'est dit, bon, très bien, quand quelqu'un est un peu énervé, il va multiplier les termes d'adresse. Et puis, il y a eu le débat là-dessus qui est surgi, le débat Royal-Sarko. C'est Go-Sarko. Cette recherche-là sur le débat, je l'ai fait avec Hugues de Chanay, que je dise, et Hugues s'est attelé à la transcription. Il a fait la transcription déjà de ces Go-Sarko.
en voyant l'émission, je me suis dit, oh là là, les termes d'adresse, et effectivement, Sarko en utilise 3, Royal en utilise 3, Sarko en utilise plus de 100. Il n'a pas encore compté tout, parce qu'il n'a pas fini la transcription, mais 3 versus plus de 100. Or, qui est-ce qui est passé pour agressif? C'est elle, et c'est pas lui. Donc c'est très compliqué, tout dépend auquel moment ça apparaît, etc. Alors, d'une manière, on en a beaucoup discuté déjà, avec Hugues, tous les deux, on a réécouté, on a bien discuté, et alors, il apparaît que, en fait, ça marche comme ça, j'ai perdu ma feuille, mais peu importe. Si vous voulez, il y en a 2 types. Il y a les madames de Sarko, hein. Il y a les madames d'attaque et les madames de défense. Hein. Les madames d'attaque, madame là, ils sont en début de tour. Non, pardon. Les madames d'attaque, ils sont en milieu de tour et non chevauchés. Ils sont très minoritaires dans ce débat. Les madames de défense, alors ceux-là sont polémiques, agressifs. Mais la grande majorité de ceux de Sarko, ils sont en début de tour, en chevauchement. Ce sont des madames de défense. Lorsque Ségolène Royal l'interrompt ou ne lui laisse pas la parole, et ce sont donc des madames qui vont produire un effet d'agressivité, mais d'agressivité projetée sur l'autre. C'est-à-dire que par ces madames de début de tour, il se construit plutôt un ethos d'agressé, et il va, au contraire, présenter son interlocutrice comme l'agresseuse, si je peux dire. C'est ça qui est l'adresse, vous voyez. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les termes d'adresse dans les débats apparaissent effectivement massivement dans les séquences polémiques, mais que la valeur d'agressivité n'est pas toujours aversée au compte du locuteur, il peut être aversé au compte de l'interlocuteur, tout dépend à quel moment du tour il apparaît, à quel endroit de l'énoncé, avec quelle prosodie, etc. Parce que là c'était « Madame, enfin calmez-vous ». C'était ces madames-là, « Calmez-vous, vous êtes laisse-moi parler, vous êtes... » Voilà, c'était ça. Mais c'est vrai que... Alors je reviens un petit peu en arrière sur les valeurs par rapport à la relation interpersonnelle. Donc vous voyez, politesse, conflit, et puis familiarité, connivence. Alors, la valeur de conflit, c'est lié essentiellement à la présence même d'un TA à tel ou tel moment de l'interaction, alors que familiarité, connivence, c'est lié à la nature même du débat. Alors, j'ai mis emploi du prénom dans l'émission de Radiocom, sur laquelle travaille une de nos collaboratrices, Elisa Ravasolo, qui est italienne, qui a fait sa thèse avec Véronique sur Radiocom, là. Alors, vous voyez, le prénom, par exemple, quand il est utilisé par l'invité et que l'invité est un homme politique envers l'auditeur, ça exprime la proximité par rapport au citoyen. Parce que dans cette émission-là, l'invité n'utilise le fameux prénom que lorsque c'est un homme politique. Quand c'est quelqu'un du monde de la culture, ou de moi, il utilise 0 terme d'adresse. Et pourquoi? C'est parce qu'on a une gêne à utiliser un prénom qui est tellement artificiel puisqu'on ne connaît pas la personne, donc c'est une règle du jeu, là encore, embarrassante. On peut dire ni monsieur, ni le prénom, donc on ne dit rien. Sauf quand on est un homme politique, et à ce moment-là, on dit mais Martine, là. Donc c'est une espèce d'amadoueur, voilà. Auditeur envers l'invité, alors là, complicité, valeur clanique, et puis je vous ai mis un exemple, bonjour Arlette, bonjour. J'ai 62 ans, je suis un sympathisant LO, voilà. Bon. Mais dès qu'on entend Arlette, on sait que c'est un sympathisant lutte ouvrière, évidemment. Donc voilà, ça c'est fait. Élément de conclusion, et après interculturel, très vite. Alors, le fonctionnement est étroitement lié au genre interactionnel. Non seulement au genre interactionnel, mais au rôle interactionnel à l'intérieur du genre. Par exemple, ce ne sont pas les mêmes usages des commerçants et des clients, ce ne sont pas les mêmes usages des animateurs, des débatteurs, etc. Pour ce qui est commerçant-client, c'est vrai que dans nos petits commerces, les termes d'adresse sont beaucoup plus utilisés par les commerçants que par les clients. C'est de l'ordre de 1 à 3, de 1 à 4. Mais vous voyez pourquoi? On retrouve toujours cette bifonctionnalité, c'est à la fois à cause des rôles organisationnels et des rôles relationnels. C'est d'une part parce que le commerçant est peut-être plus soumis à des obligations de politesse que le client, c'est une des choses, mais c'est surtout parce que c'est le commerçant qui mène en fait l'interaction davantage, qui a un rôle plus actif dans cette histoire en fait. Donc ça fait 2 raisons qui vont se conjuguer pour faire que on trouve beaucoup plus de termes d'adresse dans la bouche des commerçants et des clients. Et bon, c'est tous les facteurs qui sont imbriqués, donc corrélation entre la nature du TA, valeur, différents facteurs contextuels, en particulier la notion de profil appellatif. Bon. Voilà, plurifonctionnalité des TA en langue
comme en discours, c'est-à-dire qu'en général, même en contexte, un théâtre a plusieurs valeurs à la fois qui peuvent être hiérarchisées diversement. Donc on parle de valeurs dominantes et de valeurs associées. Valeurs relationnelles, rôle secondaire par rapport à la politesse, problème de la connotation agressive. Alors j'ai mis les TA caméléons, c'est-à-dire qu'en fait il apparaît qu'ils sont extrêmement sensibles à leur environnement, aussi bien prosodique, cotextuel, contextuel, micro, macro, à tout ça. Donc en fait ils vont souvent fonctionner comme une espèce de résonateur, si vous voulez, qui va amplifier la valeur de l'énoncé dans un sens positif comme dans un sens négatif. Ils vont amplifier la valeur de politesse ou ils vont amplifier la valeur d'attaque, si vous voulez, dans la mesure où, comme ils rappellent le côté direct de la relation interlocutive, c'est une espèce de rappel, ils peuvent être mis soit au service de la politesse, comme un amadouage, etc., de la proximité, ou au contraire au service de l'attaque frontale. Vous voyez, tout dépend du contexte. C'est pour ça que je parle de théâtre caméléon. Et alors, les lacunes du système français. J'étais partie de l'idée, comme je vous ai dit, qu'on avait souvent une aporie, qu'on n'avait pas de... Alors voilà, cas isolé, c'est le cas de Mademoiselle, sur lequel je n'ai pas le temps de parler, parce que c'est un peu compliqué l'histoire des Mademoiselles, mais simplement, on a nos corpus de commerce. On compte, voilà, un peu bêtement, les comptes, puis on s'aperçoit que dans les boulangeries, on en a beaucoup moins que dans les autres commerces, nettement moins. On dit, tiens, qu'est-ce que c'est cette affaire? Est-ce que c'est lié à la nature du produit? Mais on ne voit pas la logique et tout. Et puis, après, on s'aperçoit en regardant de plus près, c'est que si on en a beaucoup moins, c'est qu'on n'en a aucun quasiment utilisé par les clients. Alors, les clients en utilisent moins, mais ils en utilisent quand même. Donc, si on a 0, ça fait chuter le chiffre. Hein, chuter. Et pourquoi il n'y en a aucun? C'est parce que la commerçante est une très jeune personne, une jeune fille, qui est celle d'ailleurs qui fait son mémoire. Or là, c'est typiquement un cas où on est embarrassé pour utiliser un terme d'adresse parce que mademoiselle ne s'utilise plus guère, si ce n'est souvent ludiquement d'ailleurs. On rencontre dans nos corpus des mademoiselles, mais très souvent c'est des dames qui ont 50 ans ou des choses comme ça. Donc c'est utilisé un peu ironiquement pour les raisons que vous savez. Bon voilà. Donc en fait, c'est l'explication principale qui fait que dans les boulangeries, il y a une espèce là aussi d'évitement du terme d'adresse de la part du client parce qu'elle est jeune. Alors on a un jeune fille, on a des choses comme ça. Bon. J'ai emploi artificiel du prénom, j'en ai parlé pour les médias. Bon. Et alors les grands cas généraux, où c'est le problème de la relation horizontale intermédiaire qui pose un vrai problème en français. Alors bien sûr, il y a des solutions. Il y a monsieur plus le nom de famille. Mais c'est réservé au commerce, aux médias. Hein. Je ne vais pas dire moi, bonjour monsieur Dupont, moi je ne peux pas utiliser ça. Puis bon, la pression normative de ce qu'on m'a inculqué, je ne peux pas dire ça. Alors il y a d'autres solutions qui sont le prénom plus vous. C'est là où on peut jouer sur la combinatoire prénom, nom, pronom, hein, des choses comme ça. Mais il y a quand même, le plus souvent, pas de solution satisfaisante pour cette relation intermédiaire. Il y a aussi un problème en relation hiérarchique. Bon, par exemple, dans les secrétariats, il y a un problème, comment appeler le... Bon, alors je pourrais gloser longtemps, je ne le fais pas, parce qu'en France, vous savez qu'on n'aime pas afficher trop ostensiblement une relation hiérarchique avec son interlocuteur. Et puis, alors, ça c'est le plus important, il y a ce fait qu'en France, on a du mal à concevoir la combinaison relation de proximité et relation de hiérarchie. Hein. Si vous voulez, l'intimité différentielle. Intimité différentielle. C'est un type de relation qui est très prototypique dans certaines sociétés, dans beaucoup de sociétés. Et cela, on retrouve, par exemple, le concept d'amae, un peu, parce que c'est un petit peu ça, au Japon, etc. En France, c'est quasiment agrammatical. C'est-à-dire qu'on vit la distance horizontale, on associe la proximité horizontale à l'égalité, automatiquement. Et la hiérarchie à la distance. Et on n'a pas de formule, ou du moins pas de formule véritablement disponible passe-partout pour exprimer cette relation-là, alors qu'on va la trouver dans d'autres cultures. Alors voilà, approche comparative interculturelle. Je dis bien comparative interculturelle parce qu'en fait c'est une approche cross-culturelle essentiellement qu'on utilise dans le laboratoire, c'est-à-dire on compare des interactions, mettons, au Vietnam, intraculturelles, et des interactions comparables en France, intraculturelles. Après, on compare, cross-culturel. Alors, nos principaux terrains, j'ai mis le grec, Stavroula, Katsiki, qui va en parler tout à l'heure. Voilà, bon. Arabe syrien, bon, Véronique, bien sûr, Véronique, arabe libanais, Lobna Dimashki, anglais d'Australie, Christine Béal, qui, elle, dont le travail a la particularité d'être à la fois cross-culturel et interculturel.
c'est-à-dire qu'elle travaille sur des corpus franco-français, australo-australiens, et aussi la communication interculturelle entre français et australien. Donc elle a les 3 corpus, mais c'est là. Alors voilà nos principaux terrains. Encore une fois, on espère étendre tout ça. Alors, quand on travaille sur l'interculturel, en termes d'adresse, il faut évidemment séparer ce qu'on appelle le système de l'adresse, ça c'est Brown qui parle comme ça, système de l'adresse, c'est-à-dire les ressources disponibles, versus comportement d'adresse. Bon, en ce qui concerne le système de l'adresse, ce qui apparaît, c'est que toutes les langues disposent à peu près en gros, des mêmes ressources dans ce domaine. C'est-à-dire des mêmes catégories générales, même des sous-catégories d'ailleurs, même si le paradigme des formes n'est pas tout à fait le même, mais en gros c'est les mêmes. C'est-à-dire tout ce que je vous ai énuméré là au début, le paradigme, on le retrouve partout. Bon, il y a quelques petites différences, voilà, au niveau du système. Par exemple, terme de parenté, ce qu'on appelle la parenté fictive. Ça ne se fait presque pas en français d'utiliser métaphoriquement les termes de parenté. Bon, dans les milieux religieux, ma sœur, etc. Mais enfin, c'est très très particulier. Hein. Alors que vous savez que dans de très nombreuses cultures, on utilise métaphoriquement les termes de parenté et que c'est même le procédé principal pour désigner son interlocuteur. Bon, par exemple au Vietnam, oncle O, etc. Puis en détail, les pays arabes, comme on va le voir. Donc cette parité fictive, évidemment, elle est assez révélatrice d'une conception de la société qui est conçue comme une grande famille, avec justement des relations qui sont à la fois de familiarité et généralement de hiérarchie, parce que la plupart des termes de parenté marquent une hiérarchie. Bon, parentifié. Alors, la kunya, ça c'est pour l'arabe, la kunya c'est frère d'Ahmed par exemple. On désigne quelqu'un, pardon, pas frère, c'est surtout père d'Ahmed. Dans la mesure où le fils aîné est particulièrement important et où il y a un tabou sur le nom propre, etc. Et surtout l'emploi inversé. Je vous le mentionne parce que pour nous c'est une telle étrangeté, cet emploi inversé. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est en arabe, mais dans beaucoup d'autres langues. Je viens de lire tout un article là-dessus de Bazzanella, hein, et un autre article aussi, tout un bouquin là-dessus, et ça se trouve dans 20 cultures, dont l'Italie du Sud, justement, et puis la Bulgarie, la Roumanie, les machins, tout ça. Bon, alors qu'est-ce que c'est? C'est, par exemple, on appelle ça address inversion. Alors, dans une épicerie, Corpus Lubna Dimashki, une épicerie, une jeune cliente entre, elle dit au vendeur « mon oncle », et après, le commerçant l'appelle, elle, mon oncle, et l'appelle comme ça tout au long de l'interaction. Bon. Donc, vous voyez que vous avez une inversion de l'axe des générations et une neutralisation de l'axe du sexe. Une neutralisation de même une grand-mère va appeler son petit-fils grand-mère. Bon, voilà. Véronique Traverso, dans son ouvrage sur les interactions comparées en français et en arabe, donne les exemples d'un feuilleton télévisé. Hein. La fille entre et dit à son père « Bonjour papa », et le père lui dit « Bienvenue papa, comment vas-tu papa ?» etc., etc. Alors, c'est un usage qui a été décrit en détail pour l'arabe syrien dans une thèse que je viens de lire, une thèse de Paris 4. Non, Jussieu, il y a tout un chapitre là-dessus sur l'inversion d'adresse. Alors, elle décrit toutes les conditions d'emploi, elle dit que ça s'emploie pour tous les termes d'adresse, sauf évidemment les termes d'adresse symétriques, bien sûr, donc tous les termes d'adresse, aussi bien parenté réelle que parenté fictive, et aussi bien en emploi réactif qu'initiatif. Voilà. Alors, elle a un corpus très très abondant. Et pour ce qui est de la parenté fictive, Véronique aussi donne un exemple qui est le suivant. Dans un entretien, une jeune femme se plaint qu'un marchand plus jeune qu'elle de 4 ans l'a appelé mon oncle. Ce qui la choque, c'est qu'en l'appelant ainsi, il se désigne lui-même comme son oncle alors qu'il est plus jeune. Voilà. Alors, comment expliquer cet emploi? Pour nous, c'est tellement étrange. Alors, j'ai demandé aussi à Lubna, qui en a plein ses corpus, et Lubna Dimashki, elle m'a répondu un mail l'autre jour, juste avant, en me disant ceci. Le locuteur dit, lorsque le locuteur dit, va m'appeler moi, en disant ton père, ça, il confirme, en s'adressant à moi,
la différence d'âge qui existe entre nous. Par exemple, ce qui permet à un chauffeur de taxi, un commerçant ou autre d'un certain âge d'appeler une jeune fille mon oncle, c'est pour lui rappeler, en fait, qu'il lui est supérieur en âge et donc hiérarchiquement. C'est pour lui rappeler sans arrêt, en martelant, je suis ton oncle. Bon, c'est une hypothèse qu'a développée Lugna et qui, bon, moi j'ai aucune compétence intime de ça, alors je la crois évidemment sur parole. Voilà. Alors maintenant, pour les comportements d'adresse, et je vais terminer là-dessus, la fréquence globale. Alors, pour ce qui est de l'arabe, d'après Véronique, que je crois aussi absolument, les termes d'adresse sont beaucoup plus fréquents globalement en arabe, enfin sont plus fréquents globalement en arabe qu'en français. Alors j'ai oublié de vous signaler que dans nos terrains qui se concernent surtout l'arabe et l'anglais, il se trouve, mais c'est un hasard, c'est pas délibéré, que ce sont deux langues où il y a un seul pronom d'adresse. Alors évidemment, il est permis de penser que lorsqu'il y a une seule forme de pronom d'adresse, les noms d'adresse vont en recevoir une importance accrue, évidemment. Alors, en tout cas, en arabe, les termes d'adresse sont plus fréquents qu'en français dans toutes les situations. Et elle le note, par exemple, à partir des panneaux de sécurité routière, où on va avoir « Frère conducteur, ne t'arrête pas sur le passage piéton »,« Frère citoyen, pour garantir ton salut, ne traverse pas la rue », etc. Et dans un cas similaire, c'est vrai qu'on n'a pas de terme d'adresse à fonction interpellative en français. Voilà. Donc, vous avez une différence de fréquence globale et aussi, bien sûr, une différence dans la préférence qu'on va manifester pour tel ou tel type de TA. Alors, en français, les TA préférés, passe-partout, c'est monsieur, madame, quand il y a distance, et le prénom quand il y a familiarité, ça c'est sûr. En grec, diminutif, termes affectifs, je laisse ça pour Stavroula. En anglais, une des caractéristiques, je ne sais pas si c'est vrai, c'est les diminutifs des prénoms. En arabe, termes de parenté, titres, entre autres titres religieux, utilisés aussi métaphoriquement, parfois, docteur, professeur, etc., nom de métier, surnom et label, l'homme, etc., et termes affectifs, mon âme, mon machin. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des comportements d'adresse, emploi, valeur, fonction, comparé au français. Alors, le cas de l'arabe, le cas de l'australien, évidemment, ça, j'emprunte ça à mes collaboratrices. Hein. Donc, pour l'arabe, on a deux types de corpus, décrits. Alors, petit commerce, décrit par plusieurs d'entre nous, et émission de Founine, décrit par, excusez-moi, par Véronique Traverso. Alors, elles ont mis en évidence, premièrement, une plus grande variété, une plus grande palette des termes d'adresse, bien sûr, en particulier dans les commerces. Vous allez avoir monsieur, madame, mais vous allez avoir les titres, vous allez avoir les termes de parenté et beaucoup de mots doux, de mots affectifs, etc. Donc ça, c'est déjà intéressant, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'instabilité. Hein, l'instabilité, sur laquelle insiste beaucoup dans son ouvrage Véronique, là. L'instabilité, c'est-à-dire dans une même relation, une même interaction, un échange commercial par exemple, selon les moments de l'interaction, on va désigner son interlocuteur de façon différente. Ça va être modulé de façon différente. Bon, selon les bases. Alors, j'ai une plus grande variété, plus grande assiette. Caractéristique aussi, emploi souvent dissymétrique, alors qu'en français, il y a une préférence pour la symétrie. Importance du facteur sexe, évidemment. Par exemple, dans son corpus de radio, de phone-in, si je peux me permettre hein, de donner des résultats, hein, alors, lorsque vous avez les auditeurs qui parlent aux invités, ça donne monsieur, madame, hein, ou bien le titre, professeur, etc., docteur, etc., c'est-à-dire distance, respect. Les auditeurs envers l'animateur, on a professeur ou mon frère, par exemple. L'invité masculin envers un auditeur masculin, on a mon frère et mon chéri. L'invité masculin envers une auditrice, 0 terme d'adresse, évitement. Invité féminine envers un auditeur masculin, on a frère plus le prénom, ou bien mon frère noble et généreux, etc. Parce qu'il y a beaucoup de formules empilées. L'invité féminine envers l'auditrice, des termes affectifs.
beaucoup. On a ma chérie, mon âme, mes yeux, ma vie, chérie de mon cœur, âme de mon cœur, etc. etc. C'est des émissions où les auditeurs appellent des invités à la radio. Bon, alors pour terminer, le cas de l'Australie. Alors ça c'est, je ne sais pas combien de temps là, peut-être encore 5-10 minutes, hein, et puis les conclusions globales. Donc je vais te sacrifier un peu le travail extrêmement fin qu'a fait Christine. C'est très très fin, donc j'ai que les grandes lignes, parce qu'évidemment, il y a moins de différences spectaculaires entre l'emploi australien que l'emploi arabe, évidemment. Alors bon, mais tout de même, ce qu'elle a mis en évidence, c'est d'une part, évidemment, l'utilisation systématique des diminutifs des prénoms. Hein. Bon. Dès qu'un prénom peut être diminué, aussitôt, il est remplacé par sa formule diminuée, Bob, Pat, Dan, Tony, Jerry, etc. Bon, je vais juste y revenir en conclusion. Une des autres choses qu'elle a mise en évidence, générale, qui est très intéressante, c'est que il semblerait qu'il y ait un emploi plus important des noms d'adresse à des fins de politesse en anglais qu'en français. Alors là, c'est en situation de conversation. Hein, de conversation, soit en situation de visite, soit dans des bureaux d'une grande compagnie bancaire. D'accord. Donc, plus des fins de politesse. En particulier, l'utilisation est beaucoup plus systématique avec la salutation. Salutation d'ouverture, salutation de clôture, alors qu'en français, je vous le dis tout de suite, contrairement à ce qu'on lit encore dans les manuels de savoir-vivre, il est faux de dire que bonjour tout court, c'est pas poli. Ça, c'est complètement contredit par nos corpus. Bon. Tandis qu'en anglais, il y a beaucoup plus d'attente après la salutation, par exemple, d'un terme d'adresse. Alors, avec d'autres actes de langage, les requêtes, des FTA, etc., c'est infiniment compliqué et tout dépend de la place du terme d'adresse pour mesurer ses effets, mais c'est souvent aussi des effets de politesse, d'amadouage, de connivence, etc., beaucoup plus qu'en français. Alors, donc, la conclusion, pour l'arabe comme pour l'australien, je crois que les termes d'adresse jouent un rôle plus important pour moduler la relation interpersonnelle au cours du déroulement d'une interaction, tandis qu'en français, je pense que c'est plus stéréotypé, plus routinier, plus un marqueur de genre, comme je vais le voir maintenant en conclusion. Bon, je passe tout de suite à la conclusion, je crois, parce que bon, c'est l'heure. Élément de conclusion. Ah, bon, alors ça, problème d'interprétation des différences observables. C'est toujours, on a déjà évoqué un petit peu ça. Bon, il y a des cas où c'est clair, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut interpréter ces différences en termes de profil communicatif général ou en termes d'éthos, hein, fameuse question. Alors je crois qu'on peut sans imprudence, par exemple, je pense que Stavroula nous dira, dire que tous ces mots doux, ces diminutifs en grec correspondent à un éthos de proximité plus grand qu'en France, hein, et de chaleur, et de proximité, c'est sûr. Alors en australien, la grande question qui se pose, c'est ces diminutifs, par exemple, est-ce qu'on peut en conclure? Alors tu dis non. Mais alors, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'elle dit non, parce qu'elle dit que les diminutifs, hein, Bob, c'est exactement l'équivalent de Robert en français. Bien. Moi, je veux bien, mais voilà, c'est très très général, si vous voulez. Tu sais, c'est exactement comme les requêtes. Hein. On va dans une requête. Chez nous, elle doit être adoucie dans les commerces. On doit dire « je voudrais ». Bon. Au Vietnam, on dit « donnez-moi ça, je veux ». Bon. C'est ça la norme. Mais si c'est la norme, est-ce que ça veut dire que c'est l'exact équivalent de « je voudrais ». Mais à ce moment-là, il n'y a plus de différence. Donc c'est le problème auquel on se heurte tout le temps. Hein. Soit on prend à la lettre ce qui est dit ailleurs, et c'est une exotisation excessive. Soit on dit, mais non, c'est normal, donc on traduit comme chez soi, mais à ce moment-là, c'est une banalisation totale aussi. Et on ne peut plus conclure, il n'y a plus de différence. Et alors ça, c'est terrible, c'est un gros problème interprétatif que je laisse peut-être pour la discussion. Le système DTA en français est relativement, tout est relatif dans cette histoire, relativement pauvre et rigide. Par rapport à l'arabe, ça c'est absolument clair que c'est beaucoup plus flexible, plus utilisé pour moduler encore une fois la relation. J'ai oublié de dire pour les commerces, vous voyez qu'il y a une grande différence d'emploi, c'est que nous, dans les commerces, c'est essentiellement dans la séquence d'ouverture. Donc c'est la fonction organisationnelle de lancement de l'interaction, alors que dans les commerces arabes, c'est pendant la transaction elle-même que ça joue et qu'il y a beaucoup de jeux, dans tous les sens du terme, hein, dans l'utilisation des termes d'adresse en arabe. Alors, je vais terminer, évidemment, comme de juste, la communication interculturelle, difficulté, malentendu. Ces différences de fonctionnement vont entraîner un certain nombre d'embarras
de difficultés dans la communication, cette fois interculturelle. Alors, je vous en ai donné un exemple en introduction, cette histoire de Radiocom, où ce locuteur manifestement arabophone utilisait dans chaque énoncé un terme d'adresse dont l'environnement me donnait à penser qu'ils étaient plutôt polis qu'autre chose, mais qui était perçue par la journaliste comme agressive. Et c'est vrai que moi, j'ai beau le savoir d'ailleurs, comme les étudiants étrangers là, me disent madame dans toutes les phrases, ça m'énerve. Mais oui, et pourtant je sais, hein, alors évidemment, bon. Mais il ne suffit pas de savoir, hein. Malheureusement, ça serait trop simple. Bon, alors, ce que je veux dire simplement, c'est que donc dans d'autres cultures, oui, pardon, difficulté mal entendu, je vous ai mis des exemples en ce qui concerne les fameux diminutifs en anglais. C'est des exemples romanesques. Hein. Alors voilà, un roman de Jacqueline Hartmann, La plage d'Ostende. L'héroïne est belge francophone, émilienne. Et voilà. Je vidais les valises dans la maison où j'allais vivre et suivis mon mari dans les cocktails où les femmes, non contentes de me nommer par mon prénom dès la première présentation, firent de moi, en un tour de main, Amy, Milly et même Lily. Charles, son mari, qui connaissait mon peu de goût pour la familiarité, eut l'air inquiet. Mais je n'étais pas venue là pour m'y plaire. Et me contentais de prendre bonne note des usages locaux. Et un peu plus loin, elle dit encore, ce Milly là me fit grincer des dents. Ça fait grincer des dents. Donc des déplaisirs. Là, on n'est pas encore dans le malentendu, mais on est déjà dans le déplaisir. Bien. Mais quand même, pour vous montrer que c'est plus compliqué que ça, et c'est pour avancer la discussion, j'ai mis juste après un exemple sur lequel je suis tombée tout récemment. Tom Wolfe. Moi, Charlotte Simon. Alors, c'est des Américains, et c'est que des Américains, cela dit, de subcultures différentes, puisqu'elle vient du Dakota ou je ne sais pas quoi, et ça se passe dans une grande université, genre Harvard. Alors, revenue à la chambre 516, alors qu'il était à peine 8h30, Charlotte s'est sentie plus fatiguée qu'elle ne l'avait jamais été. Elle avait eu une rude journée. Assister aux politesses forcées de Jeff, Billy et Lisbeth, et il y a les guillemets, bon, avait été une expérience épuisante. Bon, donc ça ne va pas complètement de soi, même entre locuteurs anglophones. C'est ça que je veux dire. Alors, ce que je veux dire aussi pour terminer, c'est que partout, il y a des problèmes. Je vous ai dit, en France, on a des problèmes. Je croyais qu'on avait le monopole des problèmes. Enfin, je ne croyais pas, parce que je sais bien qu'il y a des problèmes partout. Je me dis, on a des problèmes, par exemple, pour cette relation de proximité et hiérarchique, alors que, par exemple, en Turquie, on va dire professeur Catherine. Vous voyez, nos étudiants ne savent pas comment nous appeler. Bon, ben, en Turquie, ils vont dire professeur Catherine. Au Vietnam aussi, ou Madame Catherine. Bon, le titre, différentiel, et puis le prénom. En français, c'est grammatical quasiment, ce truc. Là. Bon, voilà. Alors, je me disais, bon, ils n'ont pas de vrai. Après, plus je lis, évidemment, il y a des problèmes partout. Je suis tombée sur cette citation-là, de Fasold. There are times where it is an agonizing problem, agonizing, pour décider comment je suis supposée m'adresser à quelqu'un. Et il donne comme exemple des personnes d'un certain âge qui veut s'adresser à son voisin aux États-Unis. Il doit utiliser le prénom diminué et ça le gêne beaucoup de le faire. Donc il y a aussi des embarras absolument partout. En tout cas, pour terminer, des malentendus bien sûr, non seulement des embarras mais des malentendus. Un exemple que j'emprunte, qui est très très joli, que j'emprunte à Christine. Donc, un matin, une employée française croise un collègue australien dans un couloir, a dit « hello ». Donc, A, c'est l'employée française. Qui dit « hello ». En Australie. Pardon. Ah, c'est la française. C'est l'Australien. Si. Attends. Ça se passe à Melbourne, en Australie. La fiche d'enregistrement, mais c'est dans une banque où il y a des Français et des Australiens. Tu vois? Bon. Alors ça, c'est l'employée française et qui dit simplement bonjour, parce que nous, très souvent, on utilise la salutation sans terme d'adresse. Donc, elle dit hello. Mais comme il y a de la part de l'Australien une attente, ça y est quoi? Une attente d'un prénom, hein, qui est beaucoup plus fréquent avec la salutation qu'en français, et là, une attente, comme le prénom n'est pas là, il comprend qu'elle a oublié. Et donc, elle dit John. Et d'ailleurs, ça vous montre combien il y a un lien entre l'usage du terme d'adresse et la fréquence de la présentation. Parce que vous savez très bien que dans les pays anglophones, on se présente beaucoup plus systématiquement qu'en France. Mais à quoi ça sert une présentation? Ça sert à donner à l'autre des ressources en matière de termes d'adresse.
c'est surtout fait pour ça. Donc vous avez vraiment une association. Alors vous voyez que même entre Australiens et Français, où les différences sont extrêmement ténues, vous pouvez avoir des malentendus, selon la bonne formule que j'aime à utiliser en pastichant un proverbe français, les petites différences font les gros malentendus. Bon voilà. Merci.